Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce jeudi, la fulgurante ascension de Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi vient d'être nommé président du Conseil italien. Il va devoir maintenant former son gouvernement. Nous y reviendrons dans un instant. En Afrique du Sud, les élections seront prolongées jusqu'à vendredi dans certaines zones en raison de difficultés d'organisation. La préparation des élections européennes, le Conseil national de l'UDF s'est réuni aujourd'hui. Sur ce plateau, le président de l'UDF, Valéry Giscard d'Estaing, bonsoir. Bonsoir. Et puis nous reviendrons également sur les incidents qui se sont produits à Toulon la nuit dernière et les difficultés de la police pour travailler. Le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, vient d'annoncer une réforme de la police nationale. Ai-je le droit de le dire? Ce journal commencera par une rumeur de résurrection. L'ancien bras droit du gangster Jacques Messrine, François Besse, que l'on croyait décédé à la fin des années 80, serait bel et bien en vie. On l'annonce dans la région d'Angoulême. Et la rumeur est si pressante qu'un avis de recherche a été placardé aujourd'hui dans tous les commissariats de France. Enquête à Angoulême de François Privat et Philippe Dumail. Durant 8 ans, François Besse aurait choisi de se cacher à Angoulême. Aujourd'hui, son appartement a été scellé par la police. Peur rétrospective pour le voisinage du 202 de la rue Montmoreau. Quel est le type d'homme que vous avez vu ici? Un petit homme, bon, avec une casquette noire et blanche, pitbull peut-être, je sais pas. Un homme assez gentil, disons, pour moi assez gentil. Hein. Est-ce que vous avez vu par exemple des armes, des choses comme ça? Moi non, moi non. Non. Vous en avez entendu parler? Ah ça oui, des armes, j'ai entendu parler d'armes, de drogue. C'est le 10 février dernier que le SRPJ de Bordeaux va remonter jusqu'à cette planque présumée de l'ex-lieutenant de Messrine. Dans l'après-midi, un truand impliqué dans un hold-up est interpellé à Cognac. Sur lui, la police trouve un trousseau de clés qui emmène les enquêteurs jusqu'à cette maison d'Angoulême. Plusieurs heures de planque, un colleur d'affiches blessé par balle, et lorsque la police pénètre dans l'appartement, personne. Sur place, la PJ aurait tout de même retrouvé de faux papiers d'identité, des armes de poing rouillées, et surtout des traces d'empreintes digitales qui correspondraient à celles de François Besse. À Angoulême, le juge Laguilloni, chargé de l'affaire, se refuse à infirmer ou à confirmer ces informations. Natif de Cognac, à une centaine de kilomètres d'ici, François Besse avait donc choisi de venir se cacher dans sa région d'origine. Depuis le 10 février dernier, la police semble avoir perdu sa trace. Aujourd'hui, en Charente, la population commence à s'inquiéter. Surnommé le roi de l'évasion, François Besse avait été condamné par contumace en 1990 à la réclusion criminelle à perpétuité. Valérie Gagé. On ne lui a pas laissé la moindre chance. Ce fut un crime plus froid que la guillotine à l'aube. C'est ainsi que François Besse commenta la mort de Jacques Messrine, son ami, abattu en plein Paris par la brigade anti-gang. Les deux hommes se sont rencontrés un an plus tôt à la prison de la Santé à Paris. Messrine le flambeur et Besse le discret sympathisent. Le 7 mai 78, ils s'évadent ensemble. Pendant 4 mois, ils partagent la même cavale, les mêmes hold-up, puis ils se séparent. En mars 79, François Besse est arrêté en Belgique. Au cours d'une audience à Bruxelles, il réussit l'évasion la plus mémorable de toute sa carrière. Saisissant une arme qu'un complice a fixée sous le banc du tribunal, il prend un magistrat en otage, puis s'enfuit à nouveau. Pour son avocat de l'époque, Besse est un bandit d'honneur. Quand moi je l'ai connu, je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis 15 ans, François Besse n'avait pas de sang sur les mains. C'est important. Ce qui lui était reproché, c'était des choses évidemment délictueuses ou criminelles au sens légal du mot, mais ce n'était pas un tueur. Depuis sa première arrestation en 71, le petit François, comme l'appelait Messrine, s'est évadé 6 fois. Les rumeurs le disaient mort, il n'était que dans sa plus longue cavale. Voilà 11 années qu'il se cache, que l'on n'a pas vu son visage. Besse a aujourd'hui 50 ans. Je vous le disais en commençant ce journal, l'ascension de l'homme d'affaires Silvio Berlusconi dans le paysage politique italien restera sans aucun doute dans l'histoire comme l'une des plus rapides. Il y a 3 mois, il entrait en politique. Cet après-midi, il vient d'être nommé président du Conseil. Notre correspondant à Rome, Alain de Chalvron. Le président de la République m'a confié la charge de former le gouvernement. C'est un grand honneur dont je le remercie. J'espère en être à la hauteur avec l'aide de Dieu et des hommes. Ému, Berlusconi, visiblement, alors qu'à 57 ans, après avoir tout réussi, il atteint le but qu'il s'était fixé. Même les gardes républicains paraissaient empreints de l'importance du moment.
L'archange des fresques du Quirinal semblait sonner les trompettes de la renommée et les angelots de la tapisserie symbolisait la réconciliation nationale. Berlusconi a tracé les grandes lignes de ce qui sera son action. Un gouvernement démocratique, respectueux de l'opposition, et voilà pour ceux qui craignent l'arrivée de ministres néofascistes. Maintien de l'unité du pays avec une politique de régionalisation, de décentralisation, voilà pour les fédéralistes de la Ligue du Nord. Nomination de 3 hautes personnalités, incontestées, qui seront garantes de la séparation des intérêts publics et des intérêts de Berlusconi, homme d'affaires. Et surtout, politique de relance, avec cette foi renouvelée dans le dynamisme de l'Italie. Personne n'a de baguette magique. Personne n'a la possibilité de faire des miracles. Mais je crois que le vrai miracle, notre peuple peut le faire, notre pays peut le faire, ce pays qui est extraordinaire. En attendant, Berlusconi devra faire très vite un premier miracle, constituer un gouvernement homogène, équilibré et harmonieux. Alain de Chalbron, vous êtes en direct de Rome. Bonsoir. À quelles difficultés précisément Silvio Berlusconi va-t-il être confronté pour former ce gouvernement ? Oh, écoutez, je crois qu'il a fait la partie la plus facile du chemin. Ce qui l'attend est en effet extraordinairement compliqué. D'abord, il devra rassurer une partie de son opinion publique, et l'opinion publique européenne également, sur le rôle exact qu'auront les ministres néofascistes de l'Alliance nationale au sein de son gouvernement. Ensuite, il devra maintenir la cohésion d'une coalition électorale, une coalition maintenant gouvernementale, qui visiblement est hétérogène, avec 2 groupes, l'Alliance nationale et la Ligue du Nord, qui visiblement ne se font pas confiance, 2 hommes, Fini et Bossi, qui se détestent, et en particulier Bossi, qui n'arrête pas de jeter des pots de banane sous les pieds de Berlusconi. Troisième problème, donner sans arrêt des garanties sur la façon dont lui-même, Berlusconi, va arriver à ne pas mélanger les intérêts publics et ses intérêts privés dans les entreprises. Enfin, dernier problème considérable qu'il va avoir à faire, c'est tenir ses promesses. Pendant toute la campagne électorale, il a fait une succession de promesses tout à fait extraordinaires, mais tout à fait impossibles à tenir. En particulier, il a promis 1 million d'emplois pour l'année qui vient, et ça, ce sera un vrai challenge, et je crois que les Italiens l'attendent un peu au tournant. Précisément, merci Alain. À 57 ans, Silvio Berlusconi fait partie de ces hommes d'affaires qui ont réussi à peu près tout ce qu'ils avaient entrepris. Alors, quand ils promettent ce million d'emplois, quand ils promettent des allègements fiscaux et une lutte intensive contre la mafia, l'Italie de la crise économique et de la corruption marche derrière eux. Mais Berlusconi pourra-t-il tenir ses promesses? Les réponses d'Alain de Chalbron. Nous garantissons 1 million de postes de travail nouveaux. Inlassablement, de meeting en meeting, pendant toute la campagne électorale, Silvio Berlusconi a martelé cette promesse. 1 million d'emplois, c'est devenu son slogan le plus frappant, une des clés de sa victoire. Maintenant, chef du gouvernement, il va falloir tenir la promesse. Il fera une seule chose, c'est de ne pas décevoir les personnes qui l'ont élu. Ne pas décevoir, facile à dire. Mais comment faire avec une économie en crise? Un taux de chômage égal à celui de la France, 11,2%. Des entreprises comme Fiat qui licencient. Une dette publique abyssale, 120% du produit national brut. C'est clair que nous n'avons pas de baguette magique, mais nous avons une très grande volonté de résoudre ce problème. Cette volonté sera-t-elle suffisante? Silvio Berlusconi a multiplié les contacts avec les patrons, ici les responsables de l'artisanat. Ces 4 millions de petits et grands patrons italiens, son atout principal, la confiance. Ce pays a besoin de stabilité, de commencer à croire que certaines choses peuvent enfin se réaliser, que certaines choses peuvent se faire. On compte donc avant tout à Forza Italia sur l'effet psychologique, plus que sur les recettes miracles. Mais déjà, on prévient que les résultats ne seront pas immédiats. 1 million de postes de travail en plus, je crois que le gouvernement devra définir, mais pas dans l'échéance symbolique des 100 premiers jours, définir une nouvelle politique pour l'emploi. C'est dire que de la promesse électorale au résultat concret, il y a un pas que Silvio Berlusconi aura bien du mal à franchir. Monsieur Giscard d'Estaing, est-ce que l'irruption soudaine de M. Berlusconi sur le terrain politique, avec son groupe médiatique derrière lui, avec des accents teintés parfois de populisme, on a beaucoup dit, de nationalisme, vous inquiète? Inquiète, non, mais il faut bien voir que c'est un changement considérable. D'abord, c'est la sanction sévère mais justifiée de la corruption des partis traditionnels qui ont été balayés.
Ensuite, c'est quand même un changement extraordinaire, parce que M. Berlusconi est un des hommes les plus puissants d'Italie au point de vue économique, et ses intérêts qui sont dans la télévision et dans les grandes surfaces dépendent directement des décisions de l'État. Donc c'est un problème qu'il va falloir certainement trancher. Troisième chose, c'est la puissance du pouvoir médiatique, parce que c'est une élection qui a été dominée en réalité par la campagne médiatique de Silvio Berlusconi. Et la dernière chose, il faut attendre les résultats, parce que l'annonce de la création d'1 million d'emplois dans l'année, nous avons déjà entendu ça. Merci, nous vous retrouvons tout à l'heure. Le président égyptien Hosni Moubarak a annoncé aujourd'hui au Caire la date à laquelle serait signé l'accord sur l'autonomie palestinienne à Gaza et Jéricho. Il était entouré de Yasser Arafat, de M. Shimon Peres et du ministre américain des Affaires étrangères Warren Christopher. Ce sera le 4 mai prochain dans la capitale égyptienne. L'accord sera ratifié par Yasser Arafat et par le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin. En Afrique du Sud, une polémique oppose ce soir Nelson Mandela et le président sud-africain Frédéric de Klerk sur le thème « Faut-il ou non prolonger le scrutin qui a commencé mardi ?» Les opérations de vote prennent parfois beaucoup plus de temps que prévu. Regardez comment les choses se sont déroulées dans le bush sud-africain. Isabelle Bechler. Depuis qu'on les avait chassés de leur désert du Kalahari vers cette réserve au nord-ouest de la province du Cap, les Bushmen étaient plutôt bienveillants pour la curiosité des Blancs, habitués qu'ils étaient à servir de cible aux riches photographes de safari entre une horde d'éléphants et une famille de guépards. Mais ces jours-ci, c'est le monde à l'envers. Les camions de safari sont venus pour eux. Sièges rembourrés, confort touristique, ils n'ont pas encore très bien compris d'ailleurs pourquoi on les transporte jusqu'au village voisin. Là-bas, la bonne parole des élections est blanche, comme d'habitude. Mais si on leur demandait vraiment leur avis cette fois-ci, si leurs frères noirs avaient enfin voix au chapitre, si ce n'était pas une ruse, si les dieux étaient vraiment tombés sur la tête. Le chef de l'extrême droite blanche ne se résigne pas, lui, au changement annoncé. Il a affirmé aujourd'hui au cours d'une cérémonie religieuse particulièrement mouvementée que les attentats vont devenir de plus en plus violents et de plus en plus fréquents. Martine Laroche-Joubert, Jean-François Hoffmann, nos envoyés spéciaux sur place. Les derniers sursauts de l'extrême droite blanche néo-nazie. La WB a boycotté les élections. À 200 km de Johannesburg, le mouvement de résistance Afrikaner, créé en 1973, tente d'organiser sa défense après l'arrestation de 31 suspects liés à la garde de fer. Les gardes du corps de Jeanne Terre Blanche, un ancien fermier, le chef du mouvement. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Bien, bien. Je vous parlerai plus tard. Laisse-les. Très vite pourtant, l'hostilité monte envers la presse, la haine des perdants. L'unique journaliste noir est chassé par une cinquantaine d'hommes armés. Une photographe, témoin de la scène, est frappée. Je leur ai dit, vous nous avez invités. Ils m'ont répondu, on a invité les blancs, pas les nègres. Le jeune Terre Blanche affirme qu'il n'a pas donné l'ordre de poser des bombes, mais qu'il soutiendra les suspects et organisera la résistance contre le régime noir, communiste, antichrétien. C'est probablement la phase terminale de la WB. Eugène Terre Blanche risque de se faire arrêter, au moins pour interrogatoire, à propos des derniers attentats. La WB est balayée par l'histoire. Il nous a paru intéressant ce soir de voir comment les étrangers qui vivent depuis plusieurs années en Afrique du Sud perçoivent cette véritable révolution. Bernard Lebrun et Alain Saint ont suivi le père Lafont, un prêtre originaire de Tours, qui vit depuis 10 ans dans la banlieue noire de Soweto et qui présidait ces derniers jours un bureau de vote. Une église aux couleurs bleues des bureaux de vote. L'église de la paroisse Saint-Philippe au cœur du township de Soweto, le plus grand ghetto noir d'Afrique du Sud. 5000 habitants du quartier de Moletsane sont venus voter ici, sous la croix du Christ. Cette église était le seul lieu public en état, capable d'accueillir le bureau de vote. Et puis il y a la personnalité du curé de Saint-Philippe, le père Lafont, un Français installé ici depuis 10 ans, que la commission électorale a nommé président du bureau, seul blanc parmi les noirs. Il est très improbable que les blancs viennent à Soweto. Ce serait demander à des gens qui ont été habitués à vivre dans le 16e arrondissement de Paris, soudain, d'aller se planter à la Goutte d'Or. Ce que l'on souhaite, c'est que la Goutte d'Or finisse par ressembler au 16e arrondissement. Et c'est que Soweto finisse par ressembler aux banlieues de Johannesburg. C'est cela l'avenir. Mais c'est pas qu'on amène des gens dans Soweto. Personne n'a envie de rester et de s'installer dans un ghetto, ni dans quelque chose où il n'y a pas... Pensez qu'on a 3 millions d'habitants ici et 35 feux rouges. Imaginez, c'est invraisemblable. Ce qu'on attend, c'est d'avoir d'autres routes, d'autres feux rouges, qu'on puisse protéger nos enfants
Samedi, j'enterre un des jeunes de ma paroisse qui a été tué la semaine dernière par un taxi encore. Et je n'ai jamais autant enterré de piétons que depuis que je suis ici. Grâce à sa connaissance des langues zoulou et soutou, le père Lafont a pu établir des déclarations d'identité sur l'honneur afin que ses paroissiens, sans papier, deviennent aussi des citoyens. Les élections, je pense, ont été caractérisées par une dignité assez extraordinaire, en même temps que par une joie très profonde, mais retenue. Le délire, ce sera lorsque Mandela sera président et apparaîtra. Ici, les bureaux de vote sont désormais fermés et le sort en est jeté. Soweto retient son souffle, les forces de l'ordre ont déjà pris position. La nuit du dépouillement risque d'être la nuit la plus longue. Voilà donc pour ce dossier sud-africain, encore un mot de l'étranger. Les obsèques de l'ancien président américain Richard Nixon se sont déroulées hier soir en Californie. Un hommage rendu par plusieurs dizaines de milliers de personnes. 4 anciens présidents des États-Unis se tenaient aux côtés de Bill Clinton, qui a prononcé l'éloge funèbre. Les difficultés du transport aérien français maintenant. La compagnie Air France vient de publier ses comptes pour l'année 1993. Le déficit était record, 8 milliards 476 millions de francs. L'autre information, je vous l'ai donnée hier soir, la compagnie TAT sera bientôt autorisée à ouvrir en concurrence avec Air Inter 2 lignes intérieures, Orly-Marseille et Orly-Toulouse. Air Inter qui est déjà en concurrence sur le Paris-Nice avec la compagnie AOM. Les deux entreprises s'y retrouvent-elles? Réponse de Léo Lamberton et Frédéric Crottard. C'est avec des fleurs qu'a été porté le premier coup sérieux au monopole d'Air Inter. 7 mai 91, la concurrence est ouverte sur la ligne Paris-Nice. La compagnie Minerve Air Liberté se lance dans la bataille, confiante. Avec 2 millions de passagers par an, la ligne Paris-Nice est la plus rentable et la plus fréquentée de France. 3 ans plus tard, Minerve, devenue AOM, fait les comptes. Paris-Nice lui fait perdre de l'argent. Du côté d'Air Inter, les chiffres sont aussi mauvais. 15 millions de francs de bénéfices il y a 3 ans, 0 l'an dernier. Les lignes Air Inter Paris-Nice aujourd'hui, qui sont les 3e lignes du réseau, deviennent déficitaires. Les lignes de la concurrence sur Paris-Nice sont également déficitaires. C'est bien la preuve que cette concurrence n'apporte pas de trafic supplémentaire. D'où le peu d'enthousiasme d'Air Inter à voir arriver la concurrence sur ces 2 lignes les plus rentables, Marseille et Toulouse. Pourtant, un accord signé en 1990 avec la Commission européenne l'y oblige. Mais la France avait prévu de le faire en plusieurs étapes. Elle autorise la compagnie TAT, dont l'actionnaire principal est britannique, à desservir Marseille et Toulouse au départ de Roissy. Or, c'est à Orly que se passe l'essentiel du trafic intérieur. Fureur de TAT, qui ne remplit pas ses avions, hier, la Commission européenne lui a donné raison. Rappelez-vous tout de même que nous avons dû licencier quelques centaines de personnes il y a très peu de temps. Nous avons dû payer pour cela. Et entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Tout cela a coûté. Est-ce que vous imaginez que je ne vais pas demander réparation de tout ça? La France a 6 mois pour ouvrir Orly-Marseille et Orly-Toulouse à la concurrence. Le gouvernement fait appel auprès de la Cour de justice européenne. Un soutien précieux pour Christian Blanc, le PDG du groupe Air France, dont Air Inter fait partie. Air Inter et Air France doivent faire de grands efforts de productivité. Il faut quand même nous laisser le temps de mettre en œuvre ces efforts. Mais la partie s'annonce serrée, car la Commission européenne doit se prononcer sur une autre affaire, celle de la recapitalisation d'Air France. Et Bruxelles semble décidée à lier les 2 dossiers. La récession économique qui touche la France est particulièrement sensible dans la région Nord-Pas-de-Calais. Le bassin industriel de Valenciennes est excessivement touché par le chômage. Il y a désormais dans cette région autant de gens qui travaillent que de gens qui sont au chômage. Pour la première fois depuis 15 ans, les syndicats ont manifesté tous ensemble aujourd'hui à Valenciennes. Nathalie Dolé et Gilles Balbastre. Tous ensemble pour un mot d'ordre unique, plus un seul licenciement dans le Valenciennois. La région traditionnellement industrielle a payé un lourd tribut à la restructuration d'abord, à la modernisation ensuite. Aujourd'hui, les 5 grands syndicats dénoncent les 20% de chômeurs au moment où les frémissements de la reprise sont annoncés. Les ateliers du nord de la France fabriquent du matériel ferroviaire haut de gamme. Seule industrie à Crépin, les ANF ont directement travaillé pour le tunnel sous la Manche. Malgré ce type de prestigieuse commande, les ANF sont peu à peu passés de 4000 à 1500 salariés, la fin de l'âge d'or. On était aux ANF, les grands-pères, on a vu 3 générations, le grand-père, le fils et le petit-fils. Hein. C'était le père en vie, on est venu aux ANF
C'était la seule industrie vraiment où tout Crépin se retrouvait, se rassemblait. Dans les industries du Valenciennois, que ce soit en ferroviaire, en sidérurgie ou en fonderie, on n'embauche plus guère, alors que le recours aux emplois précaires, lui, se développe. L'époque a bien changé, fini le travail à vie dans la même entreprise. Les gens ont souvent l'impression d'être utilisés quand on a besoin d'eux, et puis renvoyés à la NPE. C'est tout, c'est terminé. Maintenant, on ne peut plus faire de carrière dans une entreprise. Parce que ici, le maximum, c'est, comme là, en contrat à durée déterminée, c'est 18 mois le maximum. Parce qu'après, ils sont obligés de vous embaucher. Alors plutôt que vous embaucher, ils vous mettent dehors. Et ils en reprennent un autre pendant 18 mois, c'est tout le temps comme ça. Comment vous le voyez, cet avenir? Ici, normalement, il y a du boulot en 95, début 96. Bon, j'espère, bon, faut attendre. Ironie des chiffres, près de 2000 licenciements ont été annoncés pour le mois de mars dans cet arrondissement. C'était le nombre des manifestants. Édouard Balladur réunit en ce moment même à l'hôtel Matignon son gouvernement. Le Premier ministre souhaitait expliquer à l'ensemble de ses ministres la lettre de cadrage budgétaire pour 1995, lettre que nous vous présentions au début de la semaine. Monsieur Balladur s'est fixé pour objectif de ramener le déficit budgétaire de 301 milliards de francs à 275 milliards de francs, soit environ 25 milliards de francs d'économie donc pour l'année 1995. La préparation des élections européennes, le Conseil national de l'UDF s'est réuni aujourd'hui. Après certains tiraillements ces dernières semaines, toutes les composantes de l'UDF étaient représentées et on connaît déjà le numéro 1 de la liste de la majorité, ce sera Dominique Baudis. Le numéro 2, ce sera Hélène Carrère d'Ancos qui représentera le RPR. L'UDF et le RPR mettront définitivement au point leur liste entre le 6 et le 9 mai prochain. Sur ce plateau, M. Valéry Giscard d'Estaing, président de l'UDF, merci d'être avec nous. Alors, on attendait jusqu'à ces dernières semaines Jean-Louis Debré comme numéro 2 sur cette liste de la majorité. On a Mme Carrère d'Ancos qui a fait campagne pour le oui à Maastricht. Est-ce que le RPR ne se met pas un petit peu en retrait? D'abord, actuellement, nous travaillons en très bonne entente avec le RPR. Ne comptez pas sur moi pour aller critiquer les décisions de nos partenaires. Nous sommes alliés dans cette campagne. Vous savez comment nous avons travaillé. Nous avons dit qu'il faut avoir un projet commun. On a fait ce projet commun pendant l'hiver. Et c'est un projet, en effet, où on retrouve beaucoup des idées de l'UDF, mais enfin que nous avons mis au point grâce à nos conversations avec le RPR. Alors, ensuite, nous avons dit on va dans le même groupe, ce qui est très important pour les Français, qui étaient dispersés, tout le monde dans le même groupe. Et la troisième chose, si on défend le même projet et qu'on va dans le même groupe, autant y aller ensemble, donc liste commune. Et nous ne nous occupons pas des choix des uns des autres. L'UDF a choisi sa tête de liste, qui est donc Dominique Baudis, le maire de Toulouse. L'opinion paraît ratifier ce choix, d'après les sondages. À l'heure actuelle, le RPR a choisi sa seconde de liste. Nous nous réjouissons que ce soit une femme, et nous nous réjouissons que ce soit une femme de la qualité d'Hélène Carrère d'Ancos, dont beaucoup connaissent. Qui s'était prononcée, qui était favorable au oui, donc au référendum sur Maastricht. Oui. Mais certains députés du RPR disaient cet après-midi même que cette liste leur paraissait précisément trop pro-Maastricht et qu'elle risquait de se couper un petit peu de certains électeurs de la majorité qui, précisément, au dernier référendum, avaient voté non à Maastricht. Écoutez, on s'est mis d'accord sur un programme. Je ne vais pas critiquer, je vous répète, les choix de nos partenaires. On s'est mis d'accord sur un programme. On va défendre ce programme. On ne fait pas une campagne en marche arrière. On fait une campagne en proposant des choses à l'opinion publique. Moi, je vais insister sur deux choses. La première, c'est qu'il faut voter aux européennes. Parce que, en réalité, si on ne vote pas, qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire l'Europe technocratique. Si on vote, on choisit l'Europe démocratique. Chacun mettra dans son vote ce qu'il souhaite y mettre. Donc la première chose, il faut que les Françaises et les Français votent aux élections européennes. Ce sera mon sujet de campagne. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut obliger l'Europe à s'occuper davantage de l'emploi. Vous avez vu tout à l'heure les manifestations que vous montriez sur votre écran à Valenciennes. La situation de l'emploi dans la communauté européenne est très grave à l'heure actuelle. Il faut à la fois une politique européenne et une politique nationale, d'ailleurs, pour redresser cette situation. Donc nos députés iront demander au sein du Parlement européen qu'on fasse davantage pour l'emploi en Europe. Monsieur le Président, comment faire une campagne en faveur de l'Europe et en faveur de l'ouverture de l'Europe sans se couper précisément, je m'excuse d'y revenir, d'une certaine fraction, une fraction même extrêmement importante de votre électorat? Parce que vous vivez dans le passé, n'est-ce pas? Mais nous, on ne vit pas dans le passé, on prépare l'Europe des 5 prochaines années. Maastricht, c'était l'année dernière. Bon, Maastricht a été ratifié par référendum de justesse, c'est ratifié, donc c'est derrière nous. On ne va pas continuer à se quereller sur un problème qu'on a tranché il y a 1 an. La question, c'est ce problème ayant été réglé, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est une Europe plus démocratique. Il faut donc que les gens votent. Parce qu'ils disent, mais c'est trop loin, on ne s'occupe pas de nous, on ne nous écoute pas. Mais pour se faire entendre, il faut voter, première chose.
Et deuxième chose, il faut que l'Europe aide à régler le problème le plus grave de notre temps, qui est le chômage. C'est-à-dire le chômage de longue durée et le chômage des jeunes. Et comme on a fait trop peu jusqu'à présent, eh bien, il faut envoyer des députés qui feront davantage. Vous voyez que ça a peu à voir avec la querelle sur la manière de voter il y a 18 mois. Excusez le côté un peu brutal de ma question, mais certains voient derrière cette campagne des européennes se profiler bien évidemment la campagne pour les élections présidentielles. Est-ce que vous serez candidat? Non, mais ça c'est une espèce de manie, n'est-ce pas? Les journalistes vous posent la question chaque fois que vous les rencontrez. Non, c'est une espèce de manie en France. On ne peut pas s'occuper d'une élection sans parler de l'élection suivante. Bon, nous avons une élection européenne. Elle est à la proportionnelle. Elle a pour objet d'envoyer des femmes et des hommes siéger au Parlement européen. Dans un an, même un peu plus d'un an, nous aurons une élection en France pour choisir une personne pour devenir président de la République. Franchement, ça n'a aucun rapport. Alors ne mélangeons pas les choses. Le moment venu, nous parlerons d'élection présidentielle, même ici, si vous le voulez. Mais moi, aujourd'hui, je vous parle de l'élection européenne en disant aux Françaises et aux Français deux choses très simples. Il faut voter, parce que si vous ne votez pas, vous laissez faire l'Europe technocratique dont vous vous plaignez. Et la deuxième, si vous envoyez des députés siéger massivement dans notre groupe, ils se battront pour que l'Europe fasse plus pour l'emploi. Vous ne m'avez pas dit que vous ne seriez pas candidat. Mais moi, je ne vais pas vous répondre là-dessus. Je ne suis pas candidat aux élections européennes. Je vous remercie infiniment, Monsieur le Président. Encore une information concernant la préparation des élections européennes. Noël Mamère, ancien de Génération Écologie, entré en dissidence, rejoint le mouvement des radicaux de gauche de Bernard Tapie. Il a accepté la 4e place sur la liste de Monsieur Tapie. À Toulon, la journée a été calme après les incidents de la nuit dernière qui ont opposé les forces de police aux jeunes d'un quartier à l'ouest de la ville. Un de leurs amis était mort dans un accident de moto avant-hier après une course-poursuite avec la police. Patrice Velay, Jean-François Giorgetti. Nous avons perdu un copain, un ami, un frère, comme on dit, hein, puis un enfant. Hein. Pour nous, c'était tout pour nous. Vous trouvez que pour un casque, ça valait pas le coup? Ah non, voilà, franchement, pour un casque, ça va être pas. Ah non, pas du tout. Hein. Pas de casque, pas de papier et la fuite devant les policiers. À 22 ans, Faouzi Benraïs a perdu la vie contre ce mur à 2 pas de sa cité. Faouzi, le contraire d'un jeune à la dérive. Et il avait le surnom de Nounours d'ailleurs, ce qui prouve bien que quelque part il était apprécié et aimé de tout le monde. Et à l'intérieur de nos structures, comme animateur, il avait fait un travail extraordinaire. La course-poursuite s'est terminée à ce carrefour à plus de 100 km/h. Le conducteur aurait perdu seul le contrôle de sa moto, version policière. À la cité, personne n'y croit, à commencer par le témoin numéro 1 de l'accident. La voiture nous a doublé sur la droite, on est parti sur le mur. Après, je sais pas, comment vous expliquer, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est à cause de la voiture qu'on a fini sur ce mur. C'est eux qui ont tué Faouzi, tout simplement. Le rendez-vous de la colère, c'était hier soir, environ 200 jeunes dans la rue. Feux de poubelle, abribus détruits, puis quelques voitures incendiées. Un face-à-face à distance avec les forces de l'ordre. Vers 1 h du matin, le calme était revenu, précaire. Ils ont déplacé la voiture, qu'ils ne devraient pas déplacer la voiture, ils ne devraient pas déplacer la moto. Et ça a été vite fait, quoi, nettoyé, bim bam boum, ils sont partis. Et ça ne se fait pas. La Baume, les Jonquets, la tension n'est pas retombée ce soir dans les 2 cités. D'autant qu'aucune information judiciaire n'est actuellement ouverte. Seule une plainte a été déposée ce matin par la famille de la victime qui demande une reconstitution. Le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, a rencontré aujourd'hui les syndicats de policiers pour leur présenter le plan de réforme de la police nationale. 8 milliards de francs supplémentaires sur 5 ans vont être débloqués. Au moment même où un sondage montre qu'un policier sur 2 est peu ou pas satisfait de son métier. Le projet de Charles Pasqua insiste sur la prévention plus que sur la répression. Christophe Tortora et Raymond Chaplard se sont rendus dans un commissariat des Mureaux, en banlieue parisienne, où prévention et répression se vivent au quotidien. L'information vient d'être communiquée par radio. Un garçon de 11 ans a été renversé devant l'immeuble où il vit, dans une cité des Mureaux. Le chauffard ne s'est même pas arrêté. Le commissaire Kaliaros et son équipe commencent alors les recherches. En quelques minutes, ils retrouvent la Renault 25 décrite par les témoins. Bon, vous faites fi ça, hein. Un délit de fuite que le conducteur explique par un défaut d'assurance. Remis en liberté après une journée de garde à vue, il sera jugé plus tard. Une scène bien ordinaire pour les policiers des Mureaux. Dans ces cités, de graves incidents ont eu lieu en septembre de l'année dernière. Depuis, le calme est revenu, mais les rapports sont tendus. On arrive quand même à se faire respecter. Ils ont assez de respect pour nous, ils ne le montrent pas tellement. Ils ont assez de respect pour nous. Pour tenter de renouer le dialogue entre les policiers et la population, des îlotiers sont présents dans la cité toute la journée.
Ça arrive parfois, comme tout à l'heure, là, des jeunes qui ont des petites insultes qui fusent de moins en moins maintenant parce que nous essayons de faire des actions dans les écoles, expliquer notre travail, notre présence. Et c'était plutôt pour plaisanter, pour nous taquiner qu'autre chose. Au début, il y avait bien quelques pierres qui volaient, mais maintenant c'est fini. Pour la première fois depuis 5 ans, les statistiques de la délinquance aux Mureaux sont en légère baisse cette année. Pourtant, l'inspecteur Fercoq prend la 12e plainte pour vol déposée aujourd'hui. Un double de clé. Ok. Ouais, ils ont volé une poussette pliante, une mallette avec des outils. Heureusement que j'avais pas mis ma petite collection de voitures personnelles là-dedans parce que sinon je l'aurais jamais retrouvé. J'en avais pour une fortune. Des larcins, des vols, des dégradations qui rendent la vie difficilement supportable dans cette cité. L'inspecteur les enregistre sur une machine qui a déjà beaucoup trop servi. Illustration des problèmes de fonctionnement mais aussi des excès de certaines situations. La mésaventure d'un jeune étudiant américain interpellé à Paris pendant les manifestations anti-CIP. Sa garde à vue a été, semble-t-il, mouvementée et, chose extrêmement rare, il a enregistré sur un dictaphone de poche la conversation plus que houleuse qu'il a opposée aux policiers. Reportage d'Agnès Varamian et André Issora. Max Bleckmann voulait tout connaître de la France, ses vins, ses villes, ses manifs anti-CIP. Le 25 mars, appareil photo, magnétophone en main, il est en reportage pour l'université de New York. Mais interpellé pour jet de pierre en fin d'après-midi, c'est au poste qu'il termine. Les policiers lui vident alors les poches, posent le magnétophone sur la table et ne s'en soucient plus. C'est alors là que Max l'enclenche. Écoutez bien. Ici, c'est pas les États-Unis, on n'attise pas les policiers impunément. On ne l'attise pas, les policiers. Au lieu de faire la colline, il fallait apprendre le français. Espèce de connard. Génération de dégénérés. Nation de merde. Et justement à bouffer les hamburgers. Les policiers se sont tournés, personne ne me regardait particulièrement, je crois. Alors, j'ai appuyé sur le bouton. J'ai trouvé que c'était trop beau. L'appareil était là, il m'insultait. Pourquoi pas? Mais au commissariat, au bout d'une minute, l'enregistrement s'arrête, fin de bande. Pour l'avocat de Max Bleckmann, ces quelques mots ont une valeur pédagogique. Il faut que ce document, puisqu'il est tout à fait exceptionnel, soit utilisé pour la défense, le respect que l'on doit à ceux qui sont interpellés. L'étudiant a l'intention de porter plainte. Par ailleurs, il nie avoir jeté des pierres pendant la manif. Pour rester libre, il a dû payer une caution de 90 000 francs et ne peut toujours pas rentrer en Amérique. Le faux banquier qui avait escroqué 3000 petits épargnants dans la région de Pau a été condamné aujourd'hui à 5 ans de prison ferme. Jackie Milisi devra, avec 12 autres inculpés qui avaient servi de rabatteurs, verser à ses victimes la somme totale de 197 675 575 francs et 34 centimes très précisément. Une page médecine maintenant avec le problème des dons d'organes en France. Ce n'est pas un problème nouveau bien évidemment, mais il touche actuellement et de manière particulièrement sensible les personnes atteintes de cécité qui attendent des greffes de cornée. La pénurie s'est accentuée depuis 2 ans à tel point que les spécialistes craignent l'organisation d'un marché noir. Enquête d'Isabelle de Lyon et Jean-Daniel Flézaquier. Donner ses yeux, c'est encore plus difficile que de donner ses reins ou son cœur. La France manque terriblement de greffons de cornée. À Toulouse seulement, 300 personnes sont en attente de greffe, 50 en bénéficieront cette année. Par un geste simple, elles pourraient recouvrer la vue, la plupart resteront aveugles. Depuis une circulaire Kouchner de 92, on ne peut prélever les cornées qu'avec le consentement express des familles de défunts, 10 sur 12 refusent. Face aux demandes pressantes des malades, faudra-t-il recourir au marché noir dans les hôpitaux publics? On rejette catégoriquement ces pratiques. Donc des pays comme la Belgique, la Hollande peuvent certainement nous fournir des greffons de parfaite qualité sur le plan à la fois de la transparence et sur le plan infectieux, mais le revers de la médaille, c'est que le patient va être obligé de payer 10 à 15 000 francs par greffon. Par contre, on peut considérer que des importations qui pourraient venir de pays, par exemple d'Asie du Sud-Est, n'offriraient pas indiscutablement les qualités de contrôle infectieux nécessaires. Mais je ne pense pas sincèrement qu'en France, il y ait des gens qui aient pu envisager ce genre d'utilisation de greffe. Le professeur Arnay lui-même a été contacté pour des greffons du Sri Lanka, d'où sa réaction immédiate, demander plus de sécurité en matière de greffe. À partir du moment où il y a offre sur un marché parallèle, il peut y avoir tentation. Écoutez, pour l'instant, je n'ai pas d'éléments. Certains médecins le disent à propos de leurs confrères. Je ne peux me contenter de ces affirmations. Mais vous avez diligenté les enquêtes dans ce sens? Les enquêtes, on n'en parle pas avant qu'elles ne soient terminées. Mais elles existent?
On n'en parle pas plus. Seule solution, faciliter les dons. Le projet de loi sur la bioéthique autorise les prélèvements d'organes, sauf refus express du vivant des personnes concernées. L'Assemblée nationale a voté, il faut maintenant convaincre le Sénat. Un mot de football. Au début de la saison, deux équipes ressortaient du lot sur le plan européen, Barcelone et Milan. Eh bien, Milan et Barcelone se retrouveront en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Quoi de plus logique, François Brabant. C'est bien simple, l'Europe du foot, cette année, il la survole. Milan et Barcelone, ce sera une finale de haut, très haut niveau, bombardier contre bombardier. Avec eux, ça va haut, mais ça va fort aussi. Ronald Koeman pour Barcelone, Demetrio Albertini pour Milan, côté puissance et force de frappe, égalité. Côté expérience et efficacité, c'est pas mal non plus. Jeu à une touche de balle pour Barcelone avec souvent Stoichkov le Bulgare. Pour finir, contre-attaque ultra rapide et précision pour Milan et Massaro. Les uns se créent beaucoup d'occasions, les autres n'en ont besoin que de quelques-unes, mais ils marquent à tous les coups. La différence, elle vient du style, plus technique, plus vif, plus inspiré à Barcelone, but de Stoichkov, encore. Plus physique, plus engagé à Milan, exemple la détente, le décollage de Marcel Desailly. Hier soir, ni Monaco en Italie, ni Porto en Espagne n'ont pesé bien lourd. 3-0 et 3-0, on a l'habitude de demi-finales plus serrées. Pas de doute, cette année, il y a Milan, Barcelone et loin derrière, il y a tous les autres. Le 18 mai à Athènes, ce sera bien la finale des gros bonnets de l'Europe. Ne manquez pas, envoyé spécial à 20h50, des parachutistes américains qui avaient sauté sur Sainte-Mère-l'Église, c'était le 5 juin 1944, entendent bien rééditer leur exploit le 5 juin 1994. Après tout, ils n'ont que 50 ans de plus. Séance entraînement. La première chose quand on saute d'un avion, c'est d'être stable, dans une bonne position. Le plus important, c'est de savoir que son estomac sert de centre de gravité. L'ordre que vous recevrez dans cette position est sauter. Sauter. Donc, quand le Jump Master vous donnera l'ordre de sauter, vous vous mettrez dans cette position. Are you ready? I am ready. Go! Voilà, ils sauteront bien sur Sainte-Mère-Église. Et puis, 1000 excuses aux personnes qui suivent habituellement ce journal grâce au système télétexte. Le système est en panne, ce qui explique qu'ils ont dû être un peu perturbés ce soir, mais les télétextes revient dès demain. C'est la fin de cette édition à 20h50, donc envoyé spécial, le magazine de la rédaction proposé par Paul Naon et Bernard Benjamin. Juste avant la météo de Laurent Romeshko, c'est véritablement l'été, des moyennes de 28 degrés demain, côté température. Puis un point en route avec Valérie Maurice. Demain, le dernier journal, à 0h30 avec Catherine Sellac. Demain, dans les 4 vérités à 7h50, Daniel Duigou recevra Jean-Pierre Chrétien, historien et chercheur au CNRS. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir.